Alors, on ne peut pas voir de telles installations sans parler d'économie, sans parler d'argent, évidemment. Alexandre Boucher, qu'est-ce que ça coûte? Quel est le niveau d'investissement quand on veut se lancer dans cette activité, quand on est agriculteur, pour produire du biométhane? Et puis, surtout, quel est le retour sur investissement? Est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Est-ce que c'est rentable? Alors, quand on parle de méthanisation agricole, on est plutôt sur des investissements qui sont de l'ordre de 2 millions d'euros pour les petits projets à 4 millions d'euros. Ensuite, on peut avoir des projets beaucoup plus grands, mais qui ne sont pas forcément des projets agricoles. Celui-ci doit être aux alentours à peu près de 3 millions d'euros, si j'ai bien entendu les quantités qui sont produites. Les retours sur investissement, donc on est sur, comme toutes les énergies renouvelables encore en Europe, on est quand même sur des énergies qui sont aidées, subventionnées, et en comptant les subventions qui sont autant octroyées par le tarif d'obligation d'achat que par les subventions de l'ADEME, on est sur des TRI projets qui sont de l'ordre de 9 à 12% à peu près. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, où la plupart des projets biogaz, alors qui n'étaient pas forcément du biométhane injecté dans les réseaux comme celui-ci, mais qui étaient plutôt des projets qui servaient à produire de l'électricité et de la chaleur, on avait des niveaux de rentabilité qui étaient très très aléatoires, qui pouvaient être même très négatifs et relativement positifs. Aujourd'hui, on est plus quand même dans une filière qui est en cours encore de structuration, mais qui évidemment va continuer à se développer et à mieux maîtriser en fait l'ensemble de ses coûts. C'est une activité qui est capitalistique. Il faut des investisseurs pour financer des opérations comme celle-là. Quelle est leur posture à l'instant où nous parlons? Parce que on a eu, en observant le développement de cette activité, l'impression que les investisseurs changeaient de regard. D'abord, ils se sont montrés assez enthousiastes, ils avaient l'air d'avoir envie d'y aller, et puis, d'après les porteurs de projets, ils se sont repliés, si j'ose dire, et ils se sont montrés beaucoup plus prudents. Est-ce qu'ils reviennent aujourd'hui Oui, je pense qu'il y a eu une très mauvaise expérience en fait il y a quelques années. La filière s'est développée alors que finalement il y avait relativement peu d'industriels équipementiers qui avaient une présence en France. Il y avait peu également de prise en compte qu'on est dans un outil industriel qui nécessite de la maintenance préventive, qui nécessite des interventions de maintenance extrêmement rapides pour pouvoir remettre en production le biométhane. Donc il y a eu énormément finalement d'incidents d'exploitation qui ont fait que les rentabilités des actifs étaient très très loin de ce qui était espéré. Mais comme je le disais aujourd'hui, on est dans une professionnalisation, il y a eu beaucoup d'investissements dans la formation, dans la professionnalisation également des agriculteurs qui s'intéressent à ces sujets-là. Toute la filière s'est mobilisée. Donc on est davantage aujourd'hui dans des gens qui ont bien enregistré qu'il y avait un certain nombre d'actions qui étaient impératives pour que justement l'outil industriel puisse fonctionner. Il y a une difficulté, ce qui est peut-être spécifique aujourd'hui au biométhane par rapport à ce que le photovoltaïque et surtout l'éolien ont connu, c'est que des projets de photovoltaïque et d'éolien, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros très souvent qui sont mis sur la table. Et c'est donc des gros projets qui peuvent intéresser en fait des fonds d'investissement. Ici, on est dans des projets qui sont plus complexes pour un fonds d'investissement déjà parce qu'il y a des niveaux de rentabilité historiques qui sont assez variables et parce qu'il y a une grande partie du coût qui n'est pas forcément liée à l'investissement mais qui va être liée à l'approvisionnement en matière pour pouvoir faire fonctionner l'exploitation. Puis il y a des coûts également de maintenance qui n'ont rien à voir avec les coûts de maintenance qu'on peut avoir sur du solaire ou de l'éolien. Donc il y a une certaine complexité pour les fonds d'investissement de s'intéresser à des objets qui sont plus petits, qui sont plus complexes. Justement, c'est une question de modèle. Si on veut décarboner le gaz, il va falloir produire du gaz par méthanisation. Après, il y a plusieurs stratégie possible. Celle dans laquelle la France est en train de s'engager, semble-t-il, c'est une déconcentration, une territorialisation des unités de production de petite ou de taille moyenne, confiées comme un complément de revenu à des agriculteurs. C'est un modèle. Est-ce que vous pensez que c'est le bon? Est-ce que c'est un modèle qui se développe dans d'autres pays ou est-ce que c'est potentiellement une erreur? Dire le bon modèle, c'est pas le modèle qui permet extrêmement rapidement de pouvoir atteindre des objectifs qui sont très très importants. Si on le compare par rapport au choix allemand, qui n'a pas été celui-ci en fait, qui est un modèle plutôt d'industrie de production de biogaz beaucoup plus concentré,
Ça leur a permis d'atteindre relativement rapidement, à peu près, je crois aujourd'hui, il doit faire 64 TWh de production de biogaz, ce qui est considérable par rapport à ce qu'on peut faire en France. Donc en termes de rapidité d'exécution, ce n'est pas forcément la meilleure méthode pour pouvoir verdir très très rapidement le gaz. En revanche, c'est un modèle qui est beaucoup plus en ligne avec ce que la France veut faire en termes d'économie circulaire, en termes aussi de non-concurrence entre les cultures, donc avec un souci qui est beaucoup plus axé autour du développement durable que ce qu'ont pu faire les Allemands il y a encore quelques années, sur lequel justement ils ont mis quelques réserves ces derniers mois. On a un tweet là-dessus, un tweet de François Vertou. J'ai le droit de produire du biogaz pour mon autoconsommation. Ai-je le droit, je pense? On peut autoproduire, enfin autoconsommer l'électricité. Est-ce qu'on peut fabriquer un micro-méthaniseur chez soi pour consommer soi-même son biogaz? Non, mais c'est pas délirant, hein, comme. C'est pas délirant, mais c'est pas tellement le modèle, quoi. Comme on disait tout à l'heure, on est plutôt déjà sur des projets qui regroupent une dizaine d'agriculteurs et qui font un certain volume. Et si on veut vraiment industrialiser, on pourrait aller sur des projets plus gros. Donc c'est pas trop le modèle. Il est probablement pas rentable à toute petite échelle. Oui. Enfin, ça dépend ce que vous voulez dire le tweet. Parce qu'aujourd'hui, le biogaz produit, donc soit il est injecté, soit il peut être en effet autoconsommé au sens si sur la propriété, on l'utilise pour de la chaleur, par exemple. C'est ce que font certains agriculteurs, chauffer leur bâtiment. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par autoconsommer. C'est sûr que chez soi, ça ne paraît pas encore le dispositif. Oui, Bernard Olagne. Un petit complément par rapport à ce qui a été dit, surtout sur la filière. C'est vrai que la France a fait un certain nombre de choix. C'est vrai qu'il n'y a pas photo, on est parti plus tard que les Allemands et avec d'autres choix. Mais je pense qu'on est véritablement dans une filière qui est en train de se structurer, de se développer, et une filière qui, comme toutes les énergies renouvelables, d'abord, je rappelle quand même que culturellement, la notion d'énergie renouvelable appliquée au gaz renouvelable est récente. Jusque vous prenez le texte de la loi de transition énergétique, il n'est pas si vieux que ça, quand vous lisez énergie renouvelable, c'est énergie renouvelable électrique. Donc culturellement, l'application du vocable renouvelable au gaz, c'est quelque chose de très récent. Et ça, c'est un premier point. Et je dirais que cette filière avait également besoin, comme les autres énergies renouvelables électriques, de signaux envoyés par les pouvoirs publics pour justement montrer qu'elle le considérait bien comme étant une des composantes du mix énergétique de demain. Ces signaux ont commencé à sortir, avec justement l'organisation et l'animation d'un groupe de travail autour de la méthanisation, au même titre que les ENR électriques présidés par Sébastien Lecornu, qui a dégagé une quinzaine de propositions, notamment des propositions autour des aspects de procédure administrative pour simplifier l'accès, parce qu'on était également dans quelque chose de très complexe. Alors, vu d'un agriculteur, c'était quand même très compliqué, et également avec un certain nombre de choses autour du financement pour rassurer les investisseurs, et notamment avec le projet annoncé par le président d'un fonds de 100 millions dédié à la méthanisation. Donc on voit bien qu'on est dans une spirale extrêmement positive et pour nous très intéressante parce que renforcée par des signaux envoyés par les pouvoirs publics. Un dernier tweet pour parler réseau communicant ou intelligent, réseau en tout cas, et le Smart Grid Gaz. C'est vrai ça? Et le Smart Grid Gaz. Lorsqu'on développe notamment la méthanisation, mais aussi les autres énergies gaz renouvelables, ça a des impacts sur le réseau gaz. Ça a des impacts sur le réseau gaz, puisqu'en fait, comme le réseau électrique a dû s'adapter aux injections multiples de photovoltaïque, et le réseau gaz doit aussi s'adapter aux injections demain multiples de biométhane. En été, on consomme très peu de gaz et on risque d'avoir des injections assez importantes de biométhane, donc il va falloir faire remonter le gaz dans les tuyaux. Donc ça, on va avoir des investissements de rebours, d'adaptation, de maillage du réseau. Et puis, donc ça, c'est une première partie. Et une deuxième partie, c'est ce qu'évoquait Marie-Christine, c'est-à-dire que très probablement qu'on va voir des couplages entre l'électricité, entre les réseaux électriques et les réseaux gaz ou les réseaux de chaleur, pour essayer d'avoir, via des systèmes hybrides, des déports d'énergie sur le bon système. Et donc les smart gas grids, c'est un peu tout ça. C'est l'adaptation des réseaux, c'est le couplage avec d'autres réseaux, d'autres énergies. Et puis ce sont également des équipements dans les maisons que l'on pourra faire switcher entre différentes énergies. Et c'est cet ensemble-là qu'on appelle les smart gas grids.
Et c'est la fin de ce débat. Merci à vous, Alain Mille, directeur du développement de GRDF. Merci aussi à Bernard Rollein, le président de Coenov, à Alexandre Boucher, le fondateur et directeur associé de eCube Stratégie Consultant, et bien sûr à Marie-Christine Prémartin, la directrice exécutive de l'ADEME en charge des programmes. Merci à vous qui nous suiviez depuis une dizaine de villes en France. Merci à vous tous, public du Club Haussmann à Paris. Vous pouvez revoir les débats CJBAT sur la chaîne YouTube de CJBAT et sur le site internet cjbat.grdf.fr. À bientôt, au revoir.